Sans plus tarder, nous allons passer directement à notre programme. Distingués invités à vos titres et qualités. Le programme de ce jour se présente de la manière suivante. Nous allons commencer par chanter l'hymne national. Et après l'hymne national, nous allons suivre l'allocution de monsieur l'ambassadeur chef de mission de l'Union européenne. Nous, Congolais, unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps coupé, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent, par le labeur. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'Immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Distingués collègues, chers amis, distingués invités, c'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de participer dans cette maison des élections bien nommées que la CENI a eu l'amabilité de mettre à notre disposition à cette réunion qui nous permettra d'entendre les conclusions initiales de la mission de suivi de l'Union européenne conduite par la chef observatrice, Madame Gabriel, que vous connaissez bien puisqu'elle est venue ici déjà lors des élections de 2011, même si c'était sous un autre nom. Le fait que vous soyez réunis ici reflète bien la place centrale qu'occupe à juste titre le processus électoral et les élections dans la vie politique de la République démocratique du Congo et l'importance qui attache les autorités du pays, les acteurs politiques, la société civile et la communauté internationale. En même temps, je crois qu'il est clair que cette réunion survient à un moment opportun, je dirais même à un moment clé du processus électoral. La CENI a publié il y a 3 semaines le calendrier pour les élections urbaines, municipales et locales. Le Conseil des ministres, vous avez tous lu le communiqué, a adopté ce lundi 9 juin en session extraordinaire 3 projets de loi portant organisation des élections aux différents niveaux, local, provincial et national, de même qu'un projet de loi portant révision de certains articles de la Constitution. D'après ce que nous entendons, même si ceci n'est pas encore formellement confirmé, le Parlement s'apprête à tenir une session extraordinaire pour en délibérer dans les meilleurs délais. La communauté internationale, quant à elle, a rappelé, lors de la visite des 5 envoyés spéciaux la semaine passée, l'importance qu'elle attache à une vue d'ensemble du calendrier électoral, ainsi qu'au respect de la Constitution et du cadre légal pour les prochaines élections d'ici 2016. C'est donc dans un contexte que je pourrais qualifier de complexe, chargé, encore très fluide, que Mme Gabriel, à la tête de la mission, accompagnée par les services de l'Union européenne, est venue donc faire un premier état des lieux, aussi complet que possible, de la mise en œuvre des recommandations qui avaient été formulées par les observateurs européens
à la suite des élections présidentielles et législatives de novembre 2011. La mission a eu, et Mme Gabrielle vous le dira, de nombreuses rencontres pendant toute la semaine. Elle a pu prendre connaissance des efforts qui sont entrepris pour améliorer les conditions dans lesquelles devront se dérouler les prochaines élections. Elle s'est également, je crois, rendu compte du travail très important qui reste à faire, et je ne citerai que quelques pistes: le découpage territorial, la démilitation des circonscriptions électorales qui, chacun le sait, est lourd de contentieux et de tensions, la réforme de la loi électorale, la révision du fichier électoral pour qu'il soit fiable et inclusif, la mise en place du dispositif du règlement des contentieux. Ceci suppose la mise en place d'un appareil judiciaire, notamment la construction de tribunaux de paix ou d'autres tribunaux si ceux-ci ne sont pas à même de remplir leurs fonctions. Et ceux-ci ne sont que quelques-uns des nombreux défis qui sont à relever. La crédibilité des élections dépend non seulement de la qualité du travail technique de la CENI, mais il est également crucial de garantir un espace politique ouvert et de faire un effort réel de dialogue inclusif et constructif entre toutes les forces vives de la nation congolaise afin de bâtir un large consensus national sur la conduite des élections. Le processus électoral est un pilier fondamental de la démocratisation et, rappelons-le, il fait partie des engagements qui ont été pris volontairement par la République démocratique du Congo et les pays de la région au titre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ces engagements sont mis en œuvre à travers l'action du mécanisme national de suivi dirigé par François Mwamba et au titre régional par le représentant spécial du chef de l'État, le général Kamou. Je souhaite saisir cette occasion pour rappeler, et nous l'avons encore manifesté à plusieurs reprises et physiquement, en particulier en continuant à appuyer la construction de la route nationale numéro 1 qui doit relier Matadi, Kinshasa et le Katanga, le Kivu de l'autre côté, à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et à la pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire. C'est dans cet esprit de partenariat et de confiance mutuelle que l'Union européenne appuie la mise en œuvre de l'accord cadre et accompagne la République démocratique du Congo dans ses efforts pour rétablir la paix et la stabilité, relancer l'économie et le développement pour qu'il bénéficie à l'ensemble de la population, et enfin consolider la démocratie et l'état de droit. Et les élections sont à cet égard évidemment un élément fondamental de cette démocratie et de cet état de droit. Je vous remercie. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, honorables sénateurs, députés, présidents de partis politiques, distingués invités, tout d'abord, permettez-moi de dire un grand merci à tous d'avoir répondu nombreux à notre invitation et de dire un merci au vice-président de la Commission électorale nationale indépendante qui représente l'institution de nous avoir accueillis ici à la maison des élections. Effectivement, nous nous sommes invités chez vous dans cette maison des élections qui est la maison de tous, puisque les élections, c'est l'affaire de tous. Comme vous le savez, tout d'abord, l'Union européenne avait déployé une mission d'observation électorale que j'avais l'honneur de diriger pour les élections présidentielles et législatives du 28 novembre 2011. Cette mission d'observation électorale a réalisé une évaluation détaillée, impartiale et indépendante du processus électoral et par la suite a rédigé un rapport final dont le contenu et les recommandations ont été présentés publiquement en mars 2012. Donc à mi-chemin
entre les élections présidentielles de 2011 et celles prévues en 2016, une mission de suivi électoral est actuellement en cours. Permettez-moi également de présenter l'équipe qui fait partie de cette mission de suivi. À ma droite, j'ai Madame Florence Ganou et à ma gauche, Madame Sandrine Espinosa, qui sont les deux expertes de la mission. Nous avons également avec nous Madame Delphine Sporon et Monsieur Jérôme Rivière, qui représente le Service européen de l'action extérieure. Fait partie intégrante de la délégation également Madame Nouria Ballesteros, DG DEFCO, Commission européenne. Donc, je reviens vers l'objectif principal de cette mission de suivi. Cet objectif, c'est de faire tout d'abord un état des lieux de la mise en œuvre des recommandations émises par la mission d'observation électorale de l'Union européenne en 2011 et ensuite de les mettre en perspective dans le contexte actuel. Après de fructueux échanges avec les autorités, la CENI, les partis politiques, les médias, la société civile et les autres partenaires techniques et financiers, la mission de suivi souhaite partager ses conclusions et recommandations préliminaires. Tout d'abord, la mission salue la restructuration de la nouvelle CENI avec l'institution de l'Assemblée plénière comme organe collégial de décision et la réactivation des cadres de concertation. Toutefois, elle encourage à poursuivre le processus de réforme, notamment grâce à la publication d'un calendrier électoral complet, consensuel et assorti d'un budget détaillé. Du dialogue naîtra le consensus et ensuite viendra la confiance. C'est ensemble que les Congolaises et les Congolais doivent aller aux élections, qu'il s'agisse de terminer un cycle ou d'en commencer un autre. C'est pourquoi la mission de suivi recommande l'instauration d'un dialogue régulier, ouvert et constructif au sein des cadres de concertation et autres forums d'échange. La volonté qui a animé le processus de révision de la loi organique était celle de voir plus de collégialité dans la prise de décision au sein de la commission électorale. C'est pourquoi l'Assemblée plénière est devenue l'organe de conception, de décision, d'orientation, d'évaluation et de contrôle en lieu et place du bureau, devenu organe de gestion et de coordination de la nouvelle CENI. La mission de suivi électoral recommande donc que la mention du décompte des votes de l'Assemblée plénière soit indiquée à l'occasion de la publication des décisions de la CENI. Il est important que tous les Congolais sachent quelle est la mission de la CENI, quel est son budget et ce qu'ils sont en droit d'attendre de cette institution. C'est pourquoi la mission invite la CENI à procéder à une diffusion large du rapport annuel 2013-2014. La mission salue l'inscription de l'audit externe du fichier des électeurs au calendrier électoral publié le 26 mai dernier par la CENI et appelle à la recherche d'un consensus autour des modalités de l'audit, date, champ, prestataire, au sein des cadres de concertation. Afin de garantir l'inclusivité du fichier électoral, la mission attire l'attention des autorités compétentes sur l'enrôlement des jeunes ayant atteint l'âge de la majorité depuis la dernière révision électorale, ainsi que des ressortissants congolais établis à l'étranger. La mission soulève la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'apurer les dettes certifiées de la CENI, de manière à ne pas retarder les opérations en cours de reprise de la cartographie électorale et de fiabilisation du fichier. La mission appelle à l'implication accrue des autorités compétentes dans l'harmonisation de la liste des groupements et des villages, ainsi qu'à la tenue d'une campagne d'information et sensibilisation auprès de la population. La mission de suivi électoral de l'Union européenne souhaite saisir l'occasion de la révision de la loi électorale pour rappeler aux législateurs les recommandations émises en 2011 visant à garantir les conditions d'une compétition équitable, en particulier le renforcement de l'encadrement des dépenses de campagne, la mise en œuvre de la loi sur le financement public des partis politiques. À cet égard, je salue la promulgation de la loi par le président de la République portant financement public des partis politiques
intervenu le 10 juin 2014, suite à une séance de travail que la mission a tenue avec le président de l'Assemblée nationale. Les engagements régionaux et internationaux de la République démocratique du Congo doivent se refléter dans la loi nationale. C'est pourquoi la mission de suivi souligne l'importance de la mise en œuvre du principe de parité. Quant à la nécessité d'assurer un environnement propice à la préparation et au déroulement d'élections calmes et apaisées, ceci nous renvoie à la question de la prévention de la violence et à la sécurisation du processus électoral. La mission encourage les autorités concernées à rendre publiques les modalités de sécurisation des élections. La mission de suivi électoral réitère l'importance du respect des droits humains et des libertés fondamentales dans le cadre du processus de démocratisation. Dans le contexte électoral, la mission encourage les autorités concernées à poursuivre les responsables de violation des droits humains. Le plein exercice des libertés fondamentales, telles que la liberté d'expression et d'opinion, le droit de se réunir pacifiquement et de manifester, renforce la participation démocratique des citoyens. La mission de suivi recommande l'adoption d'une loi d'application réglementant l'article 26 de la Constitution concernant la liberté de manifestation et d'en assurer une vulgarisation adéquate. Tout électeur est en droit d'accéder à l'information. Les journalistes ont le droit et le devoir de fournir une information objective et vérifiée. Dans ce contexte, la dépénalisation du délit de presse est nécessaire. La mission salue aussi la promulgation de la loi portant sur la réforme judiciaire et prend acte de la promulgation de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La mission invite les autorités à procéder à la nomination des membres de la Cour constitutionnelle et à adopter leur statut particulier en garantissant l'indépendance de l'ordre judiciaire. En matière de contentieux électoral, la mission invite les autorités à accélérer la mise en place et à assurer le fonctionnement des différentes juridictions concernées. La poursuite et le renforcement de la formation de tous les magistrats en charge du contentieux électoral, l'adoption de la loi organique visant le Conseil d'État et les modalités de mise en place et de fonctionnement des tribunaux administratifs et des tribunaux de paix, l'opérationnalisation des tribunaux de grande instance. La mission appelle toutes les parties prenantes au processus à exercer pleinement leurs responsabilités respectives afin d'assurer le bon déroulement du processus électoral. En 2014, comme en 2011, la mission invite les autorités à ratifier la Charte africaine de la démocratie, les élections et la gouvernance, consacrant notamment la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes, afin d'institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitime, ainsi que les changements démocratiques de gouvernement. Voici donc les conclusions préliminaires de la mission de suivi. Je voudrais finir, encore une fois, en remerciant la République démocratique du Congo, tous les Congolais et les Congolaises, de l'accueil chaleureux qu'ils nous ont toujours préservé. Et je voudrais préciser encore une fois qu'il y aura un rapport plus détaillé, un rapport final de la mission de suivi, qui sera publié très prochainement. Donc aujourd'hui, nous avons juste exprimé ce souhait de partager avec vous nos conclusions préliminaires. Je vous remercie. Je remercie les différents intervenants et à qui la question est adressée et précis pour qu'on puisse avoir plus d'échanges dans la... Merci. Nous tenons à remercier Maître Marie-Gabrielle et toute la délégation et à travers elle, l'Union européenne. Nous avons suivi attentivement les conclusions partielles de votre émission d'évaluation. Nous tenons sincèrement à vous dire merci, parce que cette évaluation n'est pas loin de celle que nous avions formulée nous-mêmes. Mais la question qui se pose,
quand vous soulevez la question des fiabilisations du fichier électoral, de la cartographie, que nous considérons comme des garde-fous de bonnes élections. Quand vous soulevez la question du calendrier global, que nous avons soutenu nous-mêmes parce qu'on ne peut pas nous donner un calendrier en morceaux, puisque le cycle, il est global et on doit voir les différentes étapes et tout le monde est informé pour se préparer. Quand vous soulevez la question du consensus nécessaire à l'issue du dialogue, lequel consensus va conduire à la confiance, nous sommes d'accord avec vous. Quand vous soulevez la question des contentieux électoraux avec l'implantation des tribunaux de paix à travers tout le pays pour que justice soit faite et que chacun, puisque le droit de la défense est sacré, chacun va être éliminé de la liste et puisse donner ses arguments. Nous sommes d'accord avec vous. Quand vous soulevez la question de voir le gouvernement ratifier la charte de la démocratie africaine pour les changements démocratiques de différents gouvernements, nous sommes encore une fois d'accord avec vous. Mais la question qui se pose, parce que toutes ces questions que nous avons soulevées, y compris celles relatives à l'enrôlement de ceux qui ont entre-temps atteint l'âge de voter et des ressortissants congolais vivant à l'étranger, la question qui se pose, la première, c'est que nous sommes dans cette salle, peut-être je ne l'ai pas bien observé, la table ronde, telle que nous l'avions commencé, nous avions vu une présence, je ne dirais pas timide, mais une présence, même s'ils sont venus à l'état des amis de la majorité. On ne peut pas dialoguer seul. On va faire une table ronde avec une seule partie. La table ronde, je crois que dans votre objectif, c'était que toutes les parties prenantes aux élections soient là. Pour qu'ensemble, puisqu'il s'agit d'abord de nous, Congolais, nous puissions vous montrer notre degré de maturité et ce que nous voulons d'abord dans nos différences et comment atterrir avec votre aide. Je me trompe peut-être, mais je ne vois pas les grandes figures de la majorité ici. La deuxième chose, nous avons commencé aujourd'hui en retard. Je crois que les coups de fil ont été donnés au chapeau finalement. Nous saluons la présence du vice-président de la CENI. Je crois que c'était la rédaction du discours qui a pris beaucoup de temps. Mais tout cela n'est pas de nature à nous rassurer. Quel est, à ce jour, je ne sais même pas si c'est vous qui allez répondre à cette question, l'entendement de l'autre partenaire, c'est-à-dire le gouvernement, la majorité, qui, elle, pour le moment, est au pouvoir et est partie prenante aux élections, tout en sachant qu'il y a des dispositions de la Constitution qui ne doivent pas faire l'objet d'un quelconque débat, à savoir la fin du deuxième mandat consacré dans l'article 220 qui s'est terminé le 19 décembre 2016 à minuit. Deuxièmement, quand vous faites des recommandations qui concernent la CENI, quel retour du son de cloche avez-vous eu de la part de la CENI, notamment ce qui concerne la nécessité d'éviter tous les différents entregroupements qui vont constituer les circonscriptions électorales et d'en élaborer la cartographie fiable et claire portée à la connaissance de tous les publics. J'ai bien noté ce que vous avez dit, qu'il faut une forte et large sensibilisation pour que les électeurs et que les partis concernés puissent s'impliquer. Je vais m'arrêter là tout en vous remerciant. Au nom de tous les amis, nous aurons l'occasion de le faire. Nous avons vraiment été très contents et vous avez rencontré beaucoup de nos préoccupations. Malheureusement, ce n'est pas vous qui allez les résoudre, ce ne sont que des recommandations. Maintenant, puisque le rôle latent est celui de la médiation et celui d'amener les partis à s'entendre, les autres partis qui constituent la majorité au pouvoir et la CENI qui devait être l'arbitre au milieu du village, mais apparemment qui s'apparente à la majorité au pouvoir en ce qui concerne les différentes prises de position. Je n'ai pas fait de procès d'intention, ça peut être une simple coïncidence. Mais coïncidence quand même, quand on fait un petit morceau de calendrier, la majorité est d'accord. Quand le président dit qu'on va commencer par les élections locales, la CENI 2 mois après lui, on va commencer par les locales. Quand on dit non, non, on peut modifier le mode de scrutin. Le président le dit avant, le président de la CENI le dit après, oui, on peut modifier le mode de scrutin.
Mais nous, à l'opposition, nous disons non, on ne peut pas changer les règles du jeu en pleine compétition. Et si on le fait, faisons comme ça se passe ailleurs. Je prends un exemple. Le président américain aujourd'hui en fonction, s'il y arrivait de proposer l'amélioration du salaire, cette amélioration, si le Congrès l'adopte, ne va pas lui profiter à lui. Donc, si les amis changent de règles du jeu, qui disent oui, puisque nous sommes encore au pouvoir, ces règles vont être applicables dans les cycles 2016-2021. Comme ça, les suspicions vont disparaître d'elles-mêmes, parce que nous avons fait quand même les élections de 2006 et de 2011 avec les mêmes règles du jeu. On parle de finances, nous aurons l'occasion de parler de tous ces arguments-là, et il n'appartient pas à la CENI d'être l'avocat de la majorité au pouvoir. Je vous remercie, madame. Merci, Président Kamere. Merci beaucoup. Que ce que nous disons ici, nous ne le disons pas en vain. Mais je répondis, j'ai fait mien tout ce que le président Kamere a dit et Gérard Nissamou. Le problème, vous avez évoqué l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais il y a une résolution, parce que vous avez parlé du dialogue. De quel dialogue s'agit-il? Il y a une résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui demande un dialogue entre toutes les parties prenantes en vue de continuer les élections en RDC. Les élections ne sont pas un problème technique seulement. Les élections, c'est d'abord un problème politique. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que les politiques de ces pays se sont mis d'accord pour aller vers des élections apaisées? Est-ce que c'est le cas? Le président Kamere a fait allusion ici à l'absence de nos amis. M. Kabila, après que M. Kobler ait commencé à organiser des tables rondes pour qu'on se parle finalement, et il a tonné, et il a dit que non, et ses poulains se sont retirés. Est-ce que, de quel dialogue parlons-nous? Revenons à l'audit externe, un sujet qui me concerne. Je constate que ça revient, mais vous devriez nous dire quelle est votre appréciation, évaluation des recommandations passées. Parce que dans les recommandations passées, vous avez dit le préalable, et j'ai noté dans les 4 rapports d'émission, y compris le vôtre, les centres Carter, le NOSEC et l'INELIT, j'ai compris que l'audit du fichier électoral était un préalable, l'audit externe. Où est l'audit? C'est l'audit de 20 jours dont on parle. Cet audit qui est inscrit dans les calendriers de M. Manuel, c'est un audit externe. Quand on parle d'opération de fiabilisation, j'aimerais que vous me donniez la définition de la fiabilisation. Pour moi, la fiabilisation veut dire qu'on va d'abord auditer les fichiers. Quand on audite les fichiers, on regarde, on fait des tests. Parce que l'audit, ça veut dire qu'il faut vérifier si ce qui est dit est réellement ce qui est dit. Comme on donne la distinction entre l'audit et la fiabilisation du fichier électoral. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que les 32 millions d'électeurs annoncés sont réellement les 32 millions qui sont là? Donc il y a un problème à ce niveau. Vous êtes allé très loin en disant enrôlement des jeunes, on en a parlé. Mais ça va se faire comment? Harmonisation des listes des villages et des groupements. Oui, ça va se faire comment? Est-ce que vous avez demandé les fichiers électoraux actuels est compatible à une élection locale? Parce que pour l'élection locale, les élections locales, la circonscription, c'est les groupements. Est-ce que nous avons les nombres de groupements du Congo connus, donnés par le ministère de l'Intérieur, ces groupements et une population, et que les fichiers électoraux, nous l'avons par groupement? Je vais vous donner l'exemple que je vous ai déjà donné, et je le répète pour l'assistance ici. Je suis dans Kinshasa. Nous sommes dans la commune de la Gombe. Vous avez vu, il y a des marchés ici. Et pour les élections municipales, à Kinshasa, c'est des élections pour des communes. On va élire des conseillers municipaux. Ces conseillers municipaux doivent être élus par leurs électeurs. Mais des gens qui habitent partout à Kinshasa, la plupart ils travaillent ici, dans cette commune de la Gombe. Et ils se sont fait électeurs dans la commune de la Gombe. Et ils ont dit qu'ils vont voter dans la commune de la Gombe. Et les jours où on va procéder à l'élection municipale pour les conseillers de Massina, de Ngaliema et tout ça, ils vont voter où?
Et vous voyez qu'il n'y a absolument rien, on ne peut pas, en l'état actuel du fichier électoral, je mets la CENI au défi pour me dire si ces fichiers peuvent permettre d'organiser des élections locales. Et pour qu'on est timide, pour qu'on a peur de dire les choses. Je vais terminer par la crédibilité de la CENI elle-même. Vous vous êtes posé la question? Madame, on ne peut pas aller aux élections avec quelqu'un en qui vous n'avez aucunement confiance. Personne n'a confiance dans ces pays à M. Malumalou, sauf les gens qui veulent avoir cette confiance. Nous avons organisé, comment dire, une opération ici pour que M. Malumalou parte, la pétition. Et ça a recueilli. Et tout le monde aujourd'hui vous parle de ça. Alors comment voulez-vous me mettre là, la personne à qui je n'ai pas confiance, et vous dites que c'est lui qui va organiser l'élection? Les Congolais n'ont pas confiance à M. Malumalou. Et vous dites bien que maintenant vous voulez que les décisions de la CENI soient bien rapport pour voir qui a voté, comment dire, dans la plénière. Oui, c'est bien. Mais nous avons des choses et nous savons comment ça se passe, la dictature dans cette maison. Donc, vous n'avez pas abordé cela et nous pensons que vous parlez des fiabilisations, des audits, des crédits et tout ça. Pour avoir confiance en la CENI, il faut commencer à avoir confiance aux dirigeants. Et donc, il n'y a pas cette crédibilité. Je crois que tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de construire sur du sable mouvant. Merci. J'aborderai juste la question de ce qui est le dialogue. Je viens de le dire, et ça figure clairement dans nos recommandations, y compris préliminaires, que c'est une nécessité. Et le dialogue, comme vous venez aussi bien le dire, il doit venir de toutes les parties prenantes. C'est pour cela que nous faisons appel à la responsabilité de tous pour que le processus électoral puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Le message de notre commission de suivi est celui-là. Le dialogue qui amènera le consensus, c'est ainsi qu'adviendra la confiance, qu'il s'agisse en la personne ou dans une institution, mais surtout aussi qu'il y ait une responsabilité qui soit exercée par tous les acteurs et toute institution. Parce qu'on doit aussi bien se le dire, dans le processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante n'est pas la seule. Il y a aussi des autorités, telles que les ministères, le gouvernement. Il est nécessaire aujourd'hui qu'il y ait une volonté de la part de tous d'avancer. Et le cadre le plus propice, effectivement, c'est le dialogue. Je laisserai mon experte Florence Ganou répondre sur tout ce qui est fichier électoral. Nous avons effectivement eu l'occasion de nous rendre à la Commission électorale nationale indépendante. Il y a eu des portes ouvertes. Je laisserai Florence Ganou développer. Je ferai juste appel et mention à un film qui nous a été montré lors de la visite à la Commission électorale nationale indépendante, un film qui montre le savoir. Aujourd'hui, à ce qu'on constate, il est nécessaire parce que ce film est la diffusion la plus large possible. Donc ça contribuerait effectivement à avoir une plus grande transparence. Nous avons pu le voir. Aujourd'hui, il est nécessaire à ce qu'il puisse atteindre un maximum de citoyens pour qu'on procède à une sorte de démystification et pour que justement la confiance puisse s'instaurer et être renforcée par le dialogue. Donc je laisserai maintenant la parole à Florence Ganou. Les recommandations concernaient le fichier électoral. À l'époque, la mission d'observation avait recommandé l'audit, la correction du fichier, sa mise à jour et l'enrôlement, la mise en place d'un système d'enrôlement permanent. Alors en ce qui concerne l'audit, comme l'a rappelé la chef de mission, le position de la mission de saluer l'inscription de cet audit au calendrier électoral et de rappeler l'importance d'un consensus sur les modalités de cet audit. Donc sur la date de l'audit, à quel moment ça intervient dans le fichier, dans le calendrier électoral, à la fin de la reprise de la cartographie de la fiabilisation, à partir du moment où l'ensemble des données ont été traitées, le champ de l'audit et le prestataire qui va être en charge de mettre en place cet audit externe. Il est important qu'il y ait un consensus sur cette question et par rapport à cette question, donc, nous saluons l'inscription de cet audit, la prévision, il est donc prévu qu'un audit se tienne. Sur les questions de correction du fichier électoral, effectivement,
effectivement, comme l'a rappelé notre chef de mission, nous avons participé aux journées portes ouvertes, nous y sommes même allés 2 fois. Donc une première fois, la journée à l'attention des partenaires techniques et financiers. Nous avons également eu une visite en tant que mission de l'ensemble des ateliers que la CENI avait reconstitués au sein de l'institution pour présenter la méthodologie détaillée, aussi bien de reprise de la cartographie que de la fiabilisation du fichier. La fiabilisation a pour vocation d'amener des corrections au fichier en réglant le problème potentiellement des omis, en sachant que la question des omis est difficile puisque par nature on ne sait pas les quantifier, un omis n'étant pas présent sur les listes électorales. Nous pensons également que la procédure envisagée par la CENI de procéder à un affichage des listes provisoires des électeurs avec une période de 15 jours consacrée à la réclamation, à la collecte des réclamations, pour que chaque individu puisse se rendre sur le terrain, vérifier si son nom et qualité, si ses noms et qualités sont bien présents sur la liste comme elle le devrait, et ensuite que ces données soient remontées pour être traitées, et ensuite partir à l'impression des listes provisoires. Donc, des procédures ont été mises en place pour corriger le fichier. La cartographie également est un élément important qui devrait permettre d'apporter des solutions à la question des électeurs désorientés, qui était un des problèmes majeurs qui a été vu le 28 novembre sur le terrain à l'occasion de la mise à l'épreuve des faits du fichier électoral. Sur le point de la mise à jour, comme vous l'avez entendu dans la présentation des recommandations préliminaires, la mission pense qu'il est important que ce soit l'ensemble des Congolaises et des Congolais qui aillent ensemble aux élections, qu'il s'agisse de finir un cycle ou d'en commencer un nouveau. Le droit électoral et le fichier électoral, la philosophie, c'est d'être inclusif et de pouvoir permettre que la participation de tous. Le droit de vote à 18 ans est un droit constitutionnel et c'est pour ça que la mission a souhaité attirer l'attention des autorités compétentes sur la question notamment de l'enrôlement des jeunes majeurs et de la diaspora. Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. Je tiens à remercier la délégation, comme le nom l'indique, sa mission, mission de suivi technique. Le rapport que vous avez donné, ça reflétait les aspects techniques liés au processus électoral. Et ça rencontre aussi ce que nous, organisations de la société civile congolaise, nous qui travaillons sur la thématique élection, dans nos différentes analyses, nous sommes arrivés aux mêmes aspects. Merci en ce qui concerne le consensus. Parce que nous l'avons si bien dit, quels que soient les millions, les milliards qu'on donne au peuple congolais, sans consensus, on ne va pas s'en sortir. Mais il faudrait maintenant voir quel contenu donner à ces consensus politiques. Quel contenu donner à ce dialogue. Parce que le discours qui est véhiculé par la classe politique dans l'opinion congolaise, quand on fait les dialogues, c'est pour se partager le pouvoir. Et quand l'opinion est déjà réfractaire à toute rencontre qui va aboutir sur la répartition de postes ministériels, à ce moment-là, on a dénaturé le sens du dialogue. Or, le dialogue, l'élection, c'est dialogue, c'est courtoisie. Vous avez parlé d'un aspect très important de l'audit du fichier électoral. Nous savons que dans toute organisation, dans toute structure, il y a des audits. Il y a l'audit interne, externe. Mais l'audit qui est beaucoup plus en compte, c'est l'audit externe. Vous l'avez si bien fait, l'Union européenne, au Sénégal, avec le gouvernement américain, USAID. Vous avez mis des moyens pour faire auditer le fichier électoral sénégalais. C'est la même chose dans la plupart des pays africains, parce qu'on n'a pas la culture d'état civil, d'en faire enrôler en rang au départ. On se contente déjà de ces personnes qui ont déjà l'âge de voter. Mais nous devons retenir deux choses. Je pense que dans votre rapport, vous allez essayer de l'enrichir. La débâcle organisationnelle des élections est liée aux deux aspects. Le premier aspect, c'est la mauvaise planification des opérations électorales. Quand on fait une mauvaise planification des opérations électorales qui ne tient pas compte, un, facteur temps, deux, moyens financiers, là, on tape des coups. Deuxième élément qui intervient aussi dans la débâcle électorale, c'est la politisation
l'instrumentalisation politique des élections. Là, quand le politique, on lui dit qu'il ne faut pas aller aux élections sans respecter les préalables techniques politiques, il refuse, il demande à ce qu'on lui fasse des élections politiques et non techniques. Donc, en ce qui concerne la mauvaise planification, facteur temps, nous sommes déjà en retard. Nous, à État, nous avons sorti une étude pour montrer que notre processus électoral, depuis qu'on a déclenché, accusé déjà 6 mois de retard, et que si l'Assemblée nationale ne parvenait pas à avoir à disponibiliser les textes des lois à temps dans sa session de mars, qui va se terminer le 15, le processus électoral congolais va accuser un retard de 10 mois. Donc, nous sommes déjà en retard. C'est à 4 jours qu'on vient de déposer les 4 textes de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a la session extraordinaire qui ne va pas dépasser 15 jours. Vous croyez les 4 textes de loi vont être travaillés, traités et promulgués dans 15 jours. Voilà le retard qui s'amuse. Or, quand on va s'hasarder à faire les élections sans tenir compte du facteur temps qui devient à ce moment notre ennemi, nous n'allons pas nous en sortir. Nous avons déjà 10 mois de retard. Or, ici, l'option qui est semblée être levée par la CENI et par une certaine classe politique, c'est d'organiser les élections locales en 2015. Nous disons, techniquement, c'est impossible. On regarde de ce retard. Parce que quand on déroule les activités des élections locales avec plus de 8000 circonscriptions électorales, avec plus de 16 provinces virtuelles qui ne sont pas encore réelles sur le terrain, qui n'ont même pas une administration locale, la CENI n'a pas une administration locale solide, professionnelle pour faire ce travail. Ce sont des élections que nous allons organiser par essai erreur. Donc nous sommes déjà foutus par le facteur temps et nous sommes encore foutus par le facteur moyen financier. La CENI a demandé à l'Assemblée nationale, donne-moi 32 millions tels que $ pour 2014. On lui a flatté combien? 166 millions. Il lui manque 157 millions. Mais quand vous mettez peu de moyens, vous politiques, vous voulez que la CENI vous organise les élections. Quelle élection à ce moment-là? Ça sera des élections politiques et non techniques. Donc, vous voyez qu'ici, nous nous trouvons devant un fait accompli pour dire, 2011, nous avons organisé les élections dans la précipitation et le facteur temps était notre adversaire. Et aujourd'hui, 2015 et 2016, nous allons encore connaître le même chaos. Est-ce qu'il faut aller de l'avant? Ne serait-il pas mieux de se retrouver pour recourir, parce que nous allons le faire, les élections par essai erreur. On nous a présenté 3 cycles. C'est la première fois, on va commencer 3 élections avec 3 lois électorales différentes, avec 3 textes de loi pour la répartition des sièges. Qui est cet homme-là qui a tête pour assimiler ça dans peu de temps? Ni les agents électoraux de la CENI, ni les acteurs politiques auront difficile, ni la population qui n'a même pas eu le moyen d'avoir l'éducation civique électorale. C'est pourquoi nous disons, dans votre rapport Maïa, dans votre rapport, vous devez mettre aussi l'élément facteur temps, l'élément moyen financier et aussi mettre au souligner au sein de la classe politique qu'on ne puisse pas continuer à instrumentaliser la CENI, que la CENI puisse jouer son rôle qui lui est reconnu par la Constitution, son article 211, comme une institution citoyenne au milieu du village. Mais si une classe politique veut avoir la CENI comme sa cellule de son parti politique, n'a qu'à créer sa cellule technique que de recourir à la CENI, qui est une institution citoyenne qui n'appartient pas à la classe politique. Donc, je m'arrête. Il faut répéter. Donc, je m'arrête là. Merci, Maria. Aujourd'hui, une de nos recommandations en 2011, c'était la mise en place de la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, on constate qu'il y a eu ratification de la loi, mais nous avons insisté sur maintenant la nécessité de procéder à la nomination. Voilà ce qui va avoir comme suivi. De même, une autre de nos recommandations, c'était la mise en place d'une nouvelle CENI. Nous constatons qu'il y a une restructuration en cours, on donnera notre appréciation, comme ça a déjà figuré dans notre déclaration. Donc, dans ces conclusions préliminaires, nous commençons effectivement l'ébauche de cette ancienne revue de toutes les recommandations et comment elles ont été mises en place, qu'est-ce qu'il est nécessaire encore de faire. Mais cela va figurer dans le rapport final. Nous avons encore nos experts qui restent pendant une semaine ici pour continuer à avoir des entretiens, avoir accès aux informations, pour faire en sorte que dans le rapport, on puisse avoir un état des lieux réellement complet. Donc, ça c'est pour ce qui est de la suite et quelle est la suite de notre mission. Je voudrais rebondir sur quelques questions. D'abord,
sur la question des jeunes, parce que je pense que c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises. Je voudrais tout simplement rappeler que d'abord la décision de la RDC est une décision souveraine. Nous, on attire l'attention sur l'importance du droit constitutionnel et l'importance que tout soit mis en place. Et par la mise en place, on entend aussi l'inclusivité. Donc notre mission a pour mandat de continuer à observer le déroulement. Et la République démocratique du Congo est souveraine dans ses décisions. Et nous n'avons pas pour mission d'intervenir dans cette prise de décision. Pour ce qui est de la sensibilisation de la population, effectivement, ici, c'est le découpage des groupements, l'harmonisation des listes des groupements et des villages. Ici, vraiment, on fait appel à la vigilance citoyenne, parce que les observateurs citoyens observent le processus et que ça puisse se dérouler de la meilleure manière possible. En tout cas, dans les entretiens que nous avons eus avec les autorités en place, il nous a été présenté sous forme d'information qu'il va y avoir des missions sur le terrain qui chercheront justement par le biais de la négociation, à procéder à cette harmonisation avec la participation des citoyens et surtout les populations locales. C'est un sujet, c'est un aspect auquel nous sommes également attentifs. Donc je reviens ici à la question de l'audit externe. Tout d'abord, je voudrais encore une fois dire que c'est la République démocratique du Congo qui décide. Nous l'avons vu que ça figure dans le calendrier électoral, mais il faudrait également ici peut-être partager avec vous l'information que le président de la Commission électorale nationale indépendante nous a confiée, qu'il y a un accord de principe pour la francophonie. Donc ensuite, la décision appartient à la République démocratique du Congo d'avoir un large consensus et de procéder à cet audit externe. Attention ici au calendrier électoral. Et un autre aspect sur lequel nous serons vigilants, c'est l'affichage des listes provisoires qui n'apparaît pas dans le calendrier. Donc aujourd'hui, il est nécessaire également de continuer à suivre de près cet aspect. Dans tous les cas, on remarque clairement qu'il s'agit des efforts qui doivent être faits par tous. Ici, c'est pour cela qu'on appelle à la responsabilité de chacun. Les efforts de tous, ça veut dire tout aussi bien les partis politiques que le Parlement, que le gouvernement. Donc, il faut compter vraiment sur les Congolais et les Congolaises, parce que les élections, c'est une affaire de tous. Donc, moi, je m'arrêterai là. J'ai pu identifier ces 4 grandes questions, mais il y a aussi des questions qui sont directement adressées à la Commission électorale nationale indépendante, et je vais me saisir de cette occasion pour inviter également le vice-président de pouvoir également enrichir ce débat, puisqu'il y a des aspects qui sont directement liés à votre fonctionnement au quotidien. Merci madame. Bon, en cette journée de présentation de votre rapport préliminaire, la CENI a été invitée comme institution d'Afrique, où nous avons des échanges directs avec le parti prenant. Donc nous sommes là, nous allons écouter et prendre en compte toutes vos préoccupations et les réponses appropriées seront données dans le cadre de consultation. Oui. Nous avons un comité de liaison avec les partis politiques. Ça n'empêche pas de pouvoir l'entraîner. Oui, on a compris qu'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de délai. S'il vous plaît, ce n'est pas un dialogue, Président Fayoulou. Donc, c'est le vice-président qui a la parole. Je vous en prie. C'est le problème du pays, madame. C'est très sérieux. Vous vous rendez compte? Si vous me permettez aussi, c'est tout simplement de rappeler encore une fois que ce n'est pas une conférence de presse, donc justement une table ronde à laquelle vous avez tous accepté de participer et votre présence le prouve. Donc j'inviterai vraiment à ce qu'il y ait un réel échange pour qu'on puisse apporter un maximum de réponses et avoir un maximum d'impressions, d'opinions, de positions de chacun.
pour répondre comme vous insistez, il ne faut pas vous prêter des intentions. Vous savez très bien que les projets de loi ont été déposés par le gouvernement. Donc la CENI, ce n'est pas la CENI qui a proposé ces projets de loi, c'est le gouvernement. Donc il ne faut pas nous prêter des intentions. D'ailleurs, il y a le rapporteur qui est ici avec nous. Dans le cadre de fiabiliser dans le cadre du fichier électoral et puis dans le cadre de remédier l'affaire de groupement de fêtes, il sera organisé au mois prochain à Bujumaï et à Canada une conférence avec les chefs coutumiers organisée par le ministère de l'Intérieur. Donc, ce sera Canada. Cette histoire de groupement de fêtes, je crois qu'il trouvera une solution. Ouais, le rapporteur peut me compléter si ça va. Merci. Est-ce que parmi les experts, il y a encore quelqu'un qui voudrait parler? Je passe à la dernière série des questions alors. Vous, secrétaire général de l'UDPS, je voudrais bien m'adresser au vice-président de la CENI. Et je crois qu'à cette étape où nous sommes arrivés, parce que depuis que M. Kobler a commencé à nous inviter, nous avons beaucoup parlé de M. l'abbé Malumal, donc de la CENI. Parce que nous sommes, pour arriver à des élections apaisées, il faut que nous tous nous soyons rassurés que la CENI est neutre. Et pour que la CENI soit neutre, il faut que le président de la CENI écoute toutes les parties et que lui-même soit écouté. Nous avons quand même une expérience un peu dans ce pays. Je crois qu'à l'époque de la conférence nationale souveraine, nous avons pu avoir un président qui est aujourd'hui le cardinal Moussel, qui était et qui est resté fort jusqu'à ce jour. Pensez-vous que M. l'abbé Malumal aujourd'hui, qui n'a pas de base, parce que pour être fort, moi je parle au nom de l'UDPS. C'est comme Fayoul va parler au nom de son parti. M. Bonso a parlé au nom de son organisation. M. Malumal aujourd'hui, qui est de la société civile, qui devrait bénéficier d'une base solide qui est l'Église catholique. Et cette Église catholique ne le reconnaît pas aujourd'hui comme l'ayant envoyé dans cette affaire. Donc M. l'abbé se retrouve aujourd'hui vide tout autour de lui. Déjà maintenant, s'il faut dire, nous sommes bloqués parce que M. l'abbé ne peut pas nous écouter, nous. Comme nous, il faut accepter que nous ne pouvons pas l'écouter. Parce qu'un arbitre, c'est l'affaire de tous et il doit être écouté par toutes les parties. Parce que pour être écouté, il faut qu'on nous fasse confiance. Nous continuons à dire que nous ne ferons jamais confiance à M. l'abbé. Ce n'est pas de l'acharnement, mais nous connaissons ce que c'est M. l'abbé Malumal. Quand les gens veulent nous dire que M. l'abbé a fait de bons résultats en 2006, je dis non. C'était les mêmes résultats qu'en 2011, avec la différence que M. l'abbé Malumal par rapport à Ngoï Moulou. M. l'abbé, c'est un peu de la finesse quand il trompe. Mais le résultat est le même. Donc, mettons-nous d'accord sur cette affaire. Maintenant que les choses commencent,
nous avons déploré tout ce qui se passe déjà aujourd'hui. C'est la nuit que vous faites des réunions avec M. Kabila, et comment lui ne sait pas nous contacter, parce qu'il sait très bien que nous n'allons pas l'écouter. Comment vous allez résoudre ce problème si vous ne pouvez pas vous rendre simplement? Merci. Madame Béatrice, je suis l'abbé Jean Bosco Bala, président du Conseil supérieur de l'Office de la communication. Ce n'est pas une question que je voulais poser, je voulais simplement remercier la mission de suivi électoral de l'Union européenne pour le travail technique et surtout pour cet échange d'expertise que vous nous amenez pour que nous puissions améliorer ce que nous sommes en train de faire dans la mise en place de notre processus démocratique. Parce que je voudrais rappeler que, c'est vrai, j'étais un peu sidéré par certaines questions que j'ai entendues ici. On dirait que certains des acteurs qui sont ici pensent que c'est l'Union européenne qui va organiser les élections pour nous. J'ai aimé la manière dont Madame a répondu en disant que ce n'est qu'une mission d'observation dans le cadre de la coopération. Je voudrais rappeler que c'est nous, Congolais, qui devons renforcer nos institutions. Et peut-être que nos discussions internes n'ont rien à voir avec ce qu'eux voudraient nous apporter. Nous aimerions qu'ils nous disent de quelle manière on fait, par exemple, cette expertise sur la fiabilisation du fichier électoral. Parce que les questions électorales sont aussi des questions très techniques. Je vois des gens qui prennent la parole sur les élections et ils ne comprennent pas que c'est toute une machine. C'est pour ça qu'il y a une centrale électorale. C'est pour ça qu'on doit le dire. Les élections, c'est une question très technique. C'est une question financière. C'est vrai, c'est une question aussi de volonté politique. Et là-dessus, je crois qu'il faut que la classe politique congolaise grandisse. Qu'elle se dise aussi qu'on a besoin, on a vraiment besoin, nous aussi. Non, non, ma position est celle-ci. Je suis citoyen congolais. Pardon, Président Kamel. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, Président Kamel. Je suis en train de... J'ai la parole. Ça aussi, c'est la démocratie. Il faut laisser aux autres aussi les parler. S'il vous plaît. Sécurisez-moi, s'il vous plaît. Je suis chef d'une institution. Il faut quand même que moi aussi on m'écoute. Parce que nous ne sommes pas ici. Ma position est celle-ci, madame. Je voudrais dire que nous apprécions à juste valeur ce que vous faites en prenant de votre temps, en prenant de vos moyens pour aider nos pays à pouvoir avancer sur le chemin de la démocratie. Ça ne se fera pas au même rythme dans chaque pays. Nous avons plusieurs expériences et ces expériences sont différentes. Je voudrais dire que lorsque l'on parle des élections, ici j'aurais bien voulu que la discussion ne tourne pas autour des, j'allais dire, des joutes oratoires entre politiciens sur les questions qui les concernent. Et je vois qu'il y a une certaine personnalisation qu'on fait des questions qui sont d'abord des questions institutionnelles. Il ne faut pas personnaliser les affaires. Il faut qu'on reste au niveau technique. Une mission de suivi électoral qui est une mission d'expertise. Je ne vois pas pourquoi on peut lui poser la question de savoir pourquoi on a choisi tel ou pas tel. Parce que ça ne le concerne pas. Il ne faut pas faire dire à quelqu'un, pour lui créer des problèmes inutiles au niveau diplomatique, qu'il est venu faire donner des injonctions à des institutions congolaises. Il ne faut pas faire ça. Il faut que nous soyons clairs et que nous puissions aussi aujourd'hui grandir dans la volonté d'aller de l'avant dans la démocratie. On ne peut pas faire de démocratie sans des démocrates. Merci. Merci, Président. Vice-présidente de la CENI, donnons à Madame Maria. S'il vous plaît. S'il vous plaît, distingués invités, je vous en prie. Si vous devez réagir, qu'on attende d'abord que la mission réagisse et vous allez ajouter ce que vous... Justement, le respect du Congolais va tous nous conduire à échanger pacifiquement. Donc j'insisterai sur ce point-là. Peut-être profiter aussi de cette occasion pour répondre à quelques questions qui ont été soulevées s'il n'y a pas une autre. Bon, peut-être on va laisser d'abord le dernier groupe de questions. Je vous en prie aussi. D'accord.
Madame Maria, nous vous respectons beaucoup, nous avons été courtois, nous vous avons remercié pour la mission. Alors ne faites pas attention à la diversion que vient de créer M. l'abbé Bala, comme par hasard, M. l'abbé aussi. Mon frère, nous vous respectons beaucoup. Nous vous respectons beaucoup, mais ne faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Nous avons posé la question sur la confusion sur le groupement. On a posé la question sur la cartographie du Coran. On a posé la question sur les cycles et les calendriers qui doivent être global. On a posé la question de principe, est-ce que le président Kabila va-t-il respecter la Constitution, oui ou non? Quand vous semblez parler pour nous, dites-le à l'assistance. Nous avons posé la question de savoir, est-ce que les règles d'hygiène vont changer ou on va les maintenir? Bon soit dit, est-ce qu'il est possible d'organiser les élections dans une confusion des groupements? Et on a parlé du retard. Bon, maintenant, il nous répond, et la question était posée au vice-président de la CENI. Il nous dit, ça va être la Kananga Moussimaï. Mais vous savez très bien, les contours de Minem aussi, vous les connaissez? La guerre à l'Itourie, c'était à la suite d'un conflit cadastral. Aujourd'hui, les signalés sont rentrés à l'Équateur. Vous avez réglé le problème des signalés? Vous voulez brûler ce pays et vous dites que ce n'est pas une question des Congolais. Nous parlons de nous. Et c'est la première phrase que j'ai prononcée. J'ai dit à Mme Maria, les élections c'est d'abord nous, vous venez seulement nous aider. J'ai pris cette précaution. Maintenant, je vous demande publiquement, quand est-ce que vous ouvrez ma télévision? Vous avez fermé le 28 novembre 2011 à 21h10. Merci. Président Merci, madame. Les problèmes, le monsieur qui vient de parler est président, comme il s'est présenté, de CESAC. Il devait nous dire, lui, président, AB, d'une institution, et vous avez fait des recommandations par rapport à son institution. Il doit nous dire pourquoi nous, ici, nous ne passons pas à la radio et télévision nationale. Mais c'est des choses concrètes dont nous parlons. Alors, si vous venez soutenir des choses insoutenables, monsieur, nous ne sommes pas à ce niveau. Ne nous prêtez pas des intentions. Nous voulons la vérité. Et ce qu'on dit, la vérité blesse. Et la vérité, quand on vous dit la vérité, vous avez vu, monsieur le vice-président, quand on vous dit qu'à la CENI, c'est la dictature, c'est un grand monsieur, pourquoi il ne peut pas parler? Il doit maîtriser les choses de la CENI. À l'absence de son président, il doit être capable. Il y a une délégation de pouvoir. Je ne peux en aucun cas comprendre. Est-ce qu'il y a les membres de la plénière de la CENI ici? Est-ce qu'il y a des membres de la plénière de la CENI ici? C'est une institution, on parle de cette institution. Pourquoi les autres membres de la plénière ne sont pas ici? Pourquoi? On nous dit les membres de la plénière. Mais les autres membres de la plénière sont là. Mais ils doivent parler. S'ils sont là. Non, madame, vous avez posé la question et vous avez bien fait de dire que ce n'est pas un point de presse et tout ça, c'est une discussion. Nous voulons avoir la vérité. On ne s'en prend pas à des individus, loin de là. Et c'est pour cela, mais nous sommes des chrétiens, mais des gens qui sont supposés être des serviteurs de Dieu, c'est eux qui nous détournent. Et nous, on nous a appris dans la Bible, c'est que c'est la vérité. Mais ces gens-là ne veulent pas dire la vérité. Et pourquoi? Qui nous disent la vérité? Le problème ici, tant qu'il n'y aura pas de vérité, ce pays va s'embraser. On vous a dit, et Jérôme Bonso vient de faire brillamment, que les calendriers d'aujourd'hui, ce calendrier va poser problème. Et c'est pour cela que nous avons présenté un calendrier simplifié, en disant les élections locales, on le remet à plus tard. Faisons ensemble, mettons-nous autour d'une table. On a commencé de nous mettre autour d'une table. Mais pourquoi vous ne voulez pas continuer? Alors, parce que j'ai demandé le micro, parce que je voyais Madame Sandrine en train d'acquiescer pendant que le monsieur de CESAC parlait. Madame, si les gens, ce monsieur-là, non, ce monsieur-là doit se sentir mal à l'aise, parce que aujourd'hui, les médias publics sont confisqués. Les médias publics sont confisqués. Et pourquoi ils ne posent pas la question? Ils regardent la télévision, ils ont des suivis, des monitoring. Ils constatent que M. Kamel ne passe pas. Ils constatent que, comment dire, M. Mavungu ne passe pas. Mais pourquoi? Et il y a des grandes formations politiques ici qui ne passent pas. Il y a des députés et des sénateurs de l'opposition qui ne passent pas. Ils ne peuvent pas poser la question? Alors ça, c'est dommage. C'est dommage. Et madame, s'il vous plaît, ne faites pas de commentaires aux gens quand ils parlent. Les choses du pays. Si vous sentez, vous savez ce que nous souffrons, ce pays c'est à nos enfants, ce pays c'est pas à M. Maloba.
S'il vous plaît, Président Fayulu, tout doit se passer. Donc je ne suis pas bien placé pour répondre à votre préoccupation. Je ne peux rien dire, donc c'est ça. Donc, je ne peux pas d'entrer pour position où je suis. C'est adressé à la personne de Manouman, M. Labbé. Pas en tant que président, moi je crois que c'est en tant que personne. Bon, comme il n'est pas là, je ne peux pas répondre à sa place. Merci. Je suis heureuse de constater que tous s'expriment librement aujourd'hui. Et donc il faut approfondir cela entre Congolais. Je respecte, je tiens aussi à le dire que je respecte tous les points de vue, parce que tous les points de vue sont importants. Donc, moi je répondrai à la question qui a été soulevée à plusieurs reprises, et ça concerne à la fois les recommandations que nous formulons, mais aussi c'est des questions qui touchent au mandat de la mission d'observation, mission de suivi. Donc, tout d'abord, je voudrais bien le rappeler que l'Union européenne et la communauté internationale ont toujours été présents et nous sommes toujours là. Et ce que nous avons fait, je répondrai beaucoup, et ce sur le long terme. Parce que même si quand on regarde au court et moyen terme, qu'est-ce que nous constatons? Que nos recommandations avancent, qu'il s'agisse de la CENI, Cour constitutionnelle, j'ai annoncé la promulgation de la loi portant financement des partis politiques. C'est des recommandations que notre mission d'observation électorale avait clairement formulées. Je voudrais aussi attirer l'attention toujours que nous portons sur la loi réglementant l'article 26 de la Constitution. Nous constatons également qu'il y a des Congolais et des institutions qui continuent à travailler, à chercher des solutions. Certes, on se heurte à des obstacles, on voit qu'il y a encore des difficultés à surmonter, mais c'est ça, le dialogue ressort clairement comme un mot-clé. Et c'est au moment où il y a la conscience de la nécessité à ce que ce dialogue soit régulier, ouvert, inclusif, que viendra effectivement le pas suivant qui amènera des résultats. Et quand on parle aussi de qu'est-ce que nous avons apporté comme appui, j'attirerai l'attention sur l'observation citoyenne. La délégation soutient l'observation citoyenne, donc sur le long terme la société civile. Et dans ce contexte, je voudrais aussi attirer l'attention, l'une des demandes de la société civile qui était liée à l'accréditation à long terme. J'attire l'attention que ces jours-là, que ces accréditations commencent. Donc c'est aussi une bonne chose. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur le négatif, il faut voir également les points positifs. Et ces points positifs permettent à un moment de faire avancer la situation. Mais j'insisterai aussi sur le mandat de notre mission. Parce que, d'une part, notre mission, certes, ne concerne pas seulement les élections, mais elle doit également aider les prochaines actions ou non des partenaires. Et sur ce point, j'aimerais encore une fois le rappeler, comme je l'avais dit à maintes reprises en 2011 et à la présentation du rapport final en 2012. Nous sommes invités à observer aujourd'hui la mission de suivi, et là, nous avons obtenu des visas, donc ça se fait avec l'accord des autorités en place. Nous n'avons pas pour mission l'ingérence aux affaires internes. Ce n'est pas notre mandat ni notre mission. Donc, si je dois répondre à les questions, qu'en est-il des recommandations, c'est certainement pas des mesures contraignantes, ce n'est absolument pas notre rôle, mais c'est des mesures qui sont identifiées parce que la République démocratique du Congo a ses engagements régionaux et internationaux, et c'est surtout des mesures qui sont mises en avant en vue d'améliorer, dans un esprit de partenariat et de coopération, le processus électoral et les défis devant le pays. Donc aujourd'hui, je voudrais encore une fois bien le rappeler, comme la mission d'observation électorale et la mission de suivi est neutre. Et donc, le point sur lequel on acquiesce, c'est la souveraineté des Congolais. Ensuite, j'aimerais reprendre la question aussi sur
les questions techniques. Est-ce que c'est seulement une question technique? Oui. Mais je voudrais rappeler que même toute mission technique doit se faire au service du peuple. Donc elle n'est pas simplement technique. Et c'est là où intervient de nouveau le mot-clé que je retiendrai de la table ronde, dialogue. Nécessité de le promouvoir, nécessité à ce que toutes les parties prenantes y soient incluses, nécessité à ce qu'il soit régulier, ouvert, et nécessité à la responsabilisation de tous. Donc, je m'arrêterai sur ce message que je retiens de cette table ronde. Je voudrais vous remercier pour tous les efforts que vous avez faits en vue aujourd'hui d'obtenir ce qu'on a eu et ce qu'on peut constater, c'est d'enrichir paisiblement et constructivement le débat. C'est important parce que c'est cet échange qui permettra à faire des avancées. Et j'espère effectivement que nous aurons également la possibilité de finir d'abord notre travail, le rapport final qui sera public également, publié et vous sera accessible. Je finirai sur une dernière note. Nous avons préparé un communiqué de presse qui est à disposition de tous les journalistes, mais également les personnes qui sont intéressées, et dans lequel figure effectivement l'essentiel des recommandations que nous avons eu aujourd'hui l'honneur de vous présenter. Je rappelle recommandations préliminaires qui nous permettront de marquer cette étape vers le rapport final de la mission de suivi. Encore une fois, je voudrais vous remercier les autorités congolaises, remercier toutes les institutions, les présidents de partis politiques, sénateurs, les membres de l'Assemblée plénière d'avoir participé à cette table ronde. Et permettez-moi aussi maintenant de vous inviter, de vous convier tous au cocktail qui marquera la fin de cette table ronde. Merci beaucoup et excellente journée. Alors tout d'abord, je tiens à rappeler qu'en tant que chef de la mission de suivi électoral ici en RDC, nous avons eu comme objectif premier de faire un état des lieux quant à la mise en œuvre des recommandations que nous avons formulées suite à la mission d'observation électorale de l'Union européenne en 2011, que j'ai eu l'honneur de diriger. Donc aujourd'hui, cette table ronde avait un double objectif. Donc d'une part, la mission de suivi a présenté ses recommandations préliminaires, puisque la mission n'est pas encore finie, elle continuera jusqu'au 22 juin. Ensuite, il y aura un rapport final dans lequel vont clairement figurer l'état d'avancement des différentes recommandations et les prochaines étapes qui pourraient être envisagées dans le cadre du contexte actuel. Mais cette table ronde a aussi permis, et là je tiens à remercier et à encourager, un dialogue entre toutes les parties prenantes dans le processus électoral. Institutions comme la Commission électorale nationale indépendante, mais aussi les représentants du gouvernement, les différents ministères qui participent, les présidents et les représentants des partis politiques, la société civile. Donc c'est aujourd'hui un mot-clé qui ressort, la nécessité de renforcer un dialogue qui doit être régulier, ouvert, inclusif, pour que justement du dialogue émerge le consensus et du consensus résultera la confiance. C'est aujourd'hui l'un des grands défis qu'on identifie tout devant le pays. En rapport avec les élections, le scrutin de 2011, vous avez noté dans la salle les avancées. Quelles sont selon vous ces avancées ? Nous nous réserverons le droit effectivement d'entrer en détail dans notre rapport final. Mais aujourd'hui, on peut donner quelques exemples. Si vous vous souvenez bien, en 2011, notre première recommandation était la mise en place de la Cour constitutionnelle. Donc aujourd'hui, nous constatons qu'il y a eu ratification de la loi. Il est nécessaire de poursuivre le processus afin de procéder à la nomination. Nous avons également recommandé à ce qu'il y ait une mise en place d'une nouvelle CENI. Nous avons en ce moment en cours une restructuration de la Commission électorale nationale indépendante. Et dans le cadre de cette restructuration, nous nous félicitons de la réactivation des cadres de concertation. Et là, j'insiste, les cadres de concertation, ce sont des plateformes par excellence où toutes les parties prenantes peuvent échanger afin de faire en sorte que les décisions qui soient prises par la suite soient des décisions consensuelles. Donc, quand on va plus loin, il y a également d'autres exemples. Le 10 juin 2014, le président de la République a promulgué la loi
important financement public des partis politiques. Ça, c'est une de nos recommandations. Donc aujourd'hui, on peut procéder à l'étape suivante, la mise en place, la mise en œuvre de la loi. Également, nous avons attiré l'attention sur l'article 26 de la Constitution. La liberté de manifester est un droit à tout citoyen. Il est nécessaire aujourd'hui à ce que la loi soit appliquée et surtout que ça soit popularisé sur tout le territoire du pays. Donc vous voyez, il n'y a pas que du négatif, il y a également du positif. Et là, nous nous réserverons le droit, effectivement, de continuer à élaborer des recommandations qui vont figurer dans le rapport final et qui nous permettront de revenir sur la restructuration de la CENI, sur tout ce qui est autour du fichier électoral. Le contentieux électoral est également une question qui nous intéresse et que nous suivons de près. Également, l'idée de l'inclusivité. Et ça, vous l'avez vu et vous avez pu le constater aujourd'hui, la question de l'inclusion des jeunes majeurs qui ont atteint l'âge de maturité depuis la dernière révision électorale est une question aussi centrale pour nous. Alors pas question de ces... Et l'opposition, c'est là aujourd'hui un début de dialogue? Non, ce n'était pas la rencontre CENI, Union européenne et l'opposition, non. C'était la rencontre de la mission de suivi des élections de l'Union européenne et cette mission a convié toutes les parties prenantes pour discuter. Mais nous nous rendons compte que les kabylistes ne sont pas venus. Pourquoi ils ne sont pas venus, on ne sait pas. Mais ce que nous nous disons, oui, il y a des avancées au niveau de leur rapport préliminaire quand ils demandent à tout prix l'audit externe du fichier électoral. Et quand on demande à ce qu'on puisse enrôler les enfants qui, à l'époque, étaient mineurs et qui sont devenus aujourd'hui majeurs, nous sommes totalement d'accord. Quand on demande aussi qu'on puisse enrôler nos frères et sœurs congolais qui vivent à l'étranger afin qu'ils participent au vote, nous sommes d'accord. Quand ils demandent que les opérations de dénombrement des villages, que cette opération de cartographie, qu'on puisse l'avancer, qu'on sache combien des groupements nous avons, nous sommes totalement d'accord. Quand on demande la transparence, quand ils demandent qu'on respecte les droits humains, qu'on ne viole pas les libertés individuelles et les libertés collectives, nous sommes totalement d'accord. Non, nous sommes d'accord. Et quand ils demandent le dialogue, ils renforcent l'idée de l'accord cadre, qu'il faut que tout le monde respecte cet accord cadre et que c'est dans le cadre de cet accord qui a la résolution 2098 des Nations Unies et qui demande le dialogue. Mais les amis ne veulent pas le dialogue, les amis veulent des passages en force, mais nous allons démontrer à ces messieurs, à ces dames-là, qu'ici, aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas de passage en force. Et nous avons démontré que Malou Malou n'était pas crédible, que ce monsieur ne peut en aucun cas conduire les élections dans ces pays. Merci. Alors vous avez mis, vous avez pris en compte quelques recommandations, mais comment se fera la faisabilité de tout cela? Non, mais ça, il faut demander à la mission de l'Union européenne. De la mission de l'Union européenne, moi je suis venu assister, j'ai participé, j'ai entendu, les recommandations sont pertinentes et il faut maintenant que les Congolais, eux, se retrouvent pour aller de l'avant. Ils ont préconisé le dialogue. Il faut le dialogue. Merci. Merci. Dans le cadre de suivi du processus électoral, cela vous réjouit un pas pour l'opposition d'intégrer le processus électoral? Oui, ça me réjouit en même temps que ça m'attriste, parce que ça s'appelle table ronde. Nous aurions voulu que cette table ronde soit vraiment une table ronde, c'est-à-dire, comme Mme Maria, que je remercie en passant, avait voulu, l'observatrice de l'Union européenne, avait voulu que ça se fasse en présence de la majorité et de l'opposition. Nous, de l'opposition, nous étions là depuis 9 heures. Les amis de la majorité ne sont pas venus. Ils ont boycotté la table ronde. Ça signifie que c'est le refus de consensus, c'est le refus d'une feuille de route harmonisée, c'est le refus de s'entendre pour mettre les intérêts du peuple congolais en avant. Ils sont au service d'un homme, c'est leur droit. Mais nous disons que leur plan va échouer.
Parce que chaque fois que nous avons une rencontre importante, ils nous ont habitués à des surprises. Les jours où nous avons rencontré Mme Maria la première fois, ils nous ont sorti l'histoire des projets de révision de la Constitution. Quand M. Martin Kobler devait nous réunir pour trouver une feuille de route consensuelle, M. Latémanuel, la veille a sorti un morceau de calendrier. Tout ça pour saboter la démarche. Mais pour revenir à ce que vous posez comme question, dans les conclusions partielles de Mme Maria, il a touché à la question de fiabilisation du fichier électoral, audit du fichier électoral, enrôlement des jeunes, la question sensible d'harmoniser d'abord avant de se jeter comme dans un son inconnu dans les histoires des élections locales, on puisse se dire clairement si on a terminé tous les conflits et tous les 811 groupements fictifs ou litigieux et tous les conflits, que ce soit les INE, que ce soit partout ailleurs, pour ne pas faire des élections un détonateur ou une détonatrice d'un conflit qu'on ne saura pas maîtriser. Il a parlé des juridictions, de l'ordre judiciaire qui doivent être implantées partout pour les contentieux électoraux. Il a parlé du calendrier qui doit être global et non partiel. Il a parlé du budget qui doit être global et non partiel. Il a parlé qu'on puisse installer non seulement la Cour constitutionnelle, les conseils d'État et les conseils administratifs. Donc les questions que nous, Congolais, nous avions déjà abordées plusieurs fois, c'est écœurant de ces mêmes rabaissants. On nous rappelle alors de chaque fois par la communauté des hommes et des petits-enfants. Il a souligné aussi l'importance de l'accord cadre d'Addis Abeba, que le Congo avait signé de bonne foi. Et Martin Fayulu a ajouté qu'il y a la résolution 2098, parce que Mme Maria a parlé du dialogue qui doit se tenir entre les partenaires à ces élections. Et nous pensons que ce dialogue est prévu et doit se faire sans exclusive. Nous avons aussi apprécié la position de nos amis de l'UDPS et des FAC. Nous avons parlé le même langage, tout comme nous avons apprécié la position de la société civile, notamment par notre ami Jérôme Bonson. Tout le monde démontre que tenir les élections locales dans les conditions actuelles, nous allons vers un chaos électoral et un chaos sécuritaire. Nous disons ceci. Demain, on a convoqué le congrès à l'Assemblée nationale, certainement pour parler des choses qui vont déplaire à la nation. Si tel est le cas, si c'est pour faire avaliser ou expliquer l'opportunité de réviser la Constitution, l'opposition s'apprête à tenir aussi son congrès, mais celui-là, le congrès du peuple, où nous allons actionner l'article 64 pour dire au peuple congolais, nous devons nous prendre en charge. Et nous, les opposants, à la première ligne, pas nous cacher à la maison, à la première ligne, ils n'ont qu'à bien préparer les bombes lacrymogènes et toutes les balles réelles, comme ce fut le cas à Bukavu. Pour le Congo, nous acceptons de faire ce genre de sacrifices, parce que sinon, les pays, nous sommes arrivés à l'innommable. Nous sommes arrivés au bout du gouffre, on ne peut pas aller plus loin que là où nous sommes. Peuple congolais, réveillez-vous. Et l'élite congolaise, nous devons nous réveiller. Au lieu de passer notre temps dans la distraction nationale, les gens vont danser pendant que les gens sont refoulés de Brazzaville, les gens vont danser pendant qu'on tue les gens dans la plaine de Ruzizi, les gens vont danser pendant que les trains déraillent et tuent les gens meurent au stade à Kikwit, les gens meurent au stade ici. On ne dit rien, ce n'est pas une préoccupation du gouvernement. La seule préoccupation, c'est comment réviser la Constitution pour que Kabila puisse remplir de nouveau et qu'on triche. Non, nous disons non, c'est trop. Nous voulons une feuille de route consensuelle, nous voulons un calendrier consensuel et nous voulons un compromis pour avoir de bonnes élections qui vont faire avancer les pays sur tous les plans, de la démocratie, de la gouvernance et sur le plan de la sécurité. Mais vous ne donnez pas les délais vu qu'on s'approche déjà de 2016. Les délais de faire quoi? Le délai à ce scrutin que vous vouliez être tout à fait indépendant et inclusif. Non, nous avons donné un délai, notre calendrier est clair. Nous avons proposé qu'on puisse continuer et terminer le cycle électoral commencé le 28 novembre 2011 en organisant les élections provinciales dans le premier semestre de 2015 et que nous puissions suivre dans le deuxième semestre 2015 les indirects qui découlent de ces élections provinciales, c'est-à-dire les sénatoriales, et que nous puissions par la suite en 2016 organiser 90 jours avant, c'est-à-dire au mois de septembre, l'élection présidentielle et les élections législatives nationales, parce que une chose est claire, Mme Maria l'a souligné aujourd'hui, le respect de la Constitution bloque nos amis de la majorité, parce que quelles que soient toutes les acrobaties qu'ils vont faire, au moins l'article 220 est très clair, c'est 2 mandats et pas 3. Et donc nous attendons nos amis au tournant. Ils ont cette verve oratoire, cette rhétorique de nous montrer ce qui est noir, et c'est devenu blanc. Et cette fois-là, ils vont nous expliquer comment ils vont enjamber cette disposition de la Constitution. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie.